Eh bien, c'est parti. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en direct sur Facebook pour le premier numéro d'une série de rencontres live que nous vous proposons avec le festival Eurydice du court-métrage. Tous les 15 jours, nous allons recevoir un professionnel du cinéma pour échanger avec lui sur son parcours, sur le métier qu'il exerce et surtout sur les conseils qu'il donnerait à tous ceux qui veulent vivre de leur passion du 7e art. Et si nous avons décidé de vous proposer ces rencontres en live sur Internet, c'est pour que vous puissiez interagir avec nous et poser toutes les questions que vous avez à notre invité. C'est Paul qui m'accompagne ce soir pour animer ce premier live. Salut Paul. Salut, salut. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Kévan Cheikh Ali Chahi, scénariste et réalisateur. Salut Kévan. Salut, bonsoir. En préparant cette rencontre, j'ai été époustouflé par tout ce que Kévan a déjà entrepris à 22 ans. Avec 3 courts-métrages à son actif, il est un cinéphile hyperactif qui vit pour sa passion et se projette en permanence vers de nouvelles ambitions. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Et si tu le veux bien, en introduction, je te propose de commencer par un petit portrait chinois pour mieux apprendre à te connaître. Alors, dis-moi, si tu étais un film américain. Un film américain, je pense Danse avec les loups, parce que c'est un film qui est assez puissant, assez atypique, donc pourquoi pas celui-là. Assez fort en tout cas, avec tout ce qu'il dit. Et puis 2 Oscars aussi, je crois, 11 ou 12, c'est pas mal déjà. Très bien. Et si tu étais un film français maintenant? Un film français. Plus dur, plus dur, plus dur. Alors vous voyez que ce n'est pas préparé, hein. J'ai fait exprès de… Sûrement un film avec Louis de Funès, sûrement, parce que ce sont des films qui m'ont marqué, qui sont importants pour le patrimoine français. Alors, ce sont des films qui datent, mais sûrement un de ces films-là, je dirais. Et si tu étais un super-héros de cinéma, bien sûr? Le Batman, sans hésiter. Ah, très bien. On a bien fait de t'inviter. Super. Je te laisse te présenter, Kévan, un peu plus précisément. Ouais, alors du coup, j'ai 22 ans. J'ai fait 3 courts-métrages, comme tu as dit. Le premier, je l'ai fait juste après mon bac. On l'a préparé l'année de ma terminale. On a eu la chance de tourner avec un comédien vraiment exceptionnel, très, très bon, qui a une expérience de fou. Et Otto, un acteur allemand qui est venu d'Allemagne. Il a travaillé pour James Bond, il a travaillé pour Steven Spielberg, il a fait plein de blockbusters, plein de films, et c'est quelqu'un de connu en Allemagne, donc c'était vraiment exceptionnel pour moi. Donc on a fait ce film-là qui a eu un bon succès. Ensuite, j'ai fait un deuxième juste après avec un acteur australien qui travaille à Los Angeles, qui travaille dans le circuit américain, dans le cinéma américain, Matt Passmore. On a fait ce film-là aussi qui était très différent du premier, qui avait des thèmes en commun mais assez différents. Et ce film-là m'a permis de faire le troisième, du coup le troisième court-métrage, donc le plus gros, si je peux utiliser ce terme-là, Divertimento, où là, du coup, j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs vraiment exceptionnels, comme Kellan ou Torre, des acteurs qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui ont fait de très très grands films. Elle est sur la série Chicago Med depuis plusieurs saisons. C'était vraiment incroyable de faire ce film-là avec eux. Donc voilà, j'ai fait 3 courts-métrages. Voilà. Donc je connais un peu le court-métrage, moins le long-métrage, c'est vrai, mais en tout cas en court-métrage, je sais certaines choses. Oui. Et à quel âge tu as fait ton premier, du coup? Le premier, je l'ai écrit à 16 ou 17 ans. Et on l'a tourné, j'avais à peine 18 ans, c'était juste après le bac, donc j'avais 18 ans, mais à peine. Et on l'a tourné en Normandie, à Deauville. Donc Claude Soto est venu d'Allemagne à Munich. Il a refusé un projet de long métrage pour le faire, ce qui n'arrive jamais. Il avait eu un premier rôle, donc c'était un projet énorme qu'il a refusé. Donc j'avais beaucoup de pression. C'est quelqu'un vraiment d'adorable, très humble, exceptionnel et un très bon acteur. Et d'une certaine façon, grâce à lui, voilà, j'en suis là aujourd'hui.
Très bien. Et donc du coup, ce soir, l'idée, c'est de centrer un petit peu plus nos discussions sur la thématique du scénario. Donc toi, en tout cas pour tes courts-métrages, tu es vraiment, on va dire, sur le modèle de l'auteur-réalisateur un peu à la française. Ouais. Justement, par rapport à cette écriture, euh, pourquoi cette envie d'écrire des histoires? Parce que moi, depuis le début, je voulais raconter des histoires, en fait, que ce soit simplement, en fait, depuis tout petit, je veux raconter des histoires. Ou simplement, je ne connaissais jamais le médium par lequel j'allais le faire. Depuis le début, je savais que je voulais faire ça. Alors, en plus, j'aimais le cinéma. Donc, c'est sûr que j'adorais le cinéma, surtout américain. J'aimais beaucoup le cinéma, voir les films. J'ai grandi avec les films. Donc, mais c'était pas évident que c'était. Jamais je pensais que ça allait être mon métier plus tard, mais je savais que je voulais raconter des histoires. Et quand j'avais 12-13 ans, je me suis dit, bah, finalement, le meilleur médium pour raconter des histoires, ce serait finalement des films. Alors pourquoi pas faire des films? Alors tout le monde a dit que j'étais complètement fou, que ça allait jamais marcher, tout ça, machin. Mais voilà, j'ai commencé à faire des films amateurs. Ils étaient complètement nuls. En effet, un chaque année. Et puis je crois qu'au troisième, c'était moins pire, disons, moins mauvais. Et, les gens autour de moi, ils se sont dit, ma mère m'a dit, ah bah finalement, pourquoi pas faire un professionnel? Vas-y, fais un professionnel, on va voir si ça marche, quoi. Et voilà, j'ai évolué un peu comme ça, un peu par hasard, mais en calculant à chaque fois ce que je voulais faire. Il y avait un mix des deux, je crois. Et justement, pourquoi le cinéma en fait? Parce que tu le dis toi-même que, en fait, avant même, enfin, si je t'ai bien suivi, en fait, avant même de choisir le cinéma, ce qui t'a intéressé, c'est justement d'écrire des histoires. Pourquoi après avoir décidé de les traduire au cinéma et puis ou pas et pas sous d'autres formes, je sais pas, roman, enfin, il y a plein d'autres formes d'expression. Pourquoi le cinéma? Oui, parce que oui, quand je suis tout petit, j'ai même écrit des livres. Enfin, j'ai même écrit des trucs pour moi par-ci, par-là. En fait, je n'arrivais pas à trouver le bon médium. Et pourquoi le cinéma? En fait, quand j'ai eu vers 12-13 ans, si tu veux, c'était comme une évidence que si j'aime le cinéma depuis le début, il y a des films que j'adore. Si je voulais travailler avec des acteurs, je voulais faire des films, je voulais reproduire ce que je voyais en fait quand j'étais petit. Et donc, c'est ça qui m'animait. Et je me suis dit, je vais essayer de reproduire à ma manière ce qui me passionnait en fait quand j'étais tout petit. Donc, je pense que en fait, c'était une évidence. Je ne saurais pas t'expliquer autrement. En fait, j'ai pensé que j'étais doué pour faire ça. Puis, il manquait plus qu'à le prouver ou à le montrer, si tu veux. Mais en moi, je pensais que c'était ce qui était le plus évident pour moi de faire, en fait. Est-ce que tu as Paul, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Non, pas vraiment. C'est quelque chose qui est assez intéressant de voir que déjà très très tôt, tu te lances là-dedans et que finalement, il y a beaucoup de. Je pense, si je représente le public type qui m'intéresse, c'est rigolo à quel point il y a des similitudes avec le public type en question. Euh, la question que j'avais, c'est du coup, comment, du coup, ton premier court-métrage professionnel, tu l'as fait à 18 ans. Est-ce que tu as, du coup, ah merde, pardon. En termes de financement, du coup, parce que je pense que si c'est professionnel, il y a dû avoir des subventions quelque part. Comment tu t'y es pris, du coup, pour te faire financer, pour enfin, toute la machinerie, du coup, qui s'est mise en place? Personne ne m'a aidé, j'ai eu aucune subvention, je n'ai rien eu, rien. Donc, comment j'ai fait? J'ai tout négocié, j'ai tout discuté, j'ai discuté tous les prix. Alors attends, Kevin, excuse-moi, je te coupe. Oui, Tu dis que tu n'as rien eu, rien. mais qu'est-ce que tu as tenté? Ce Du coup, que j'ai tenté pour le premier, j'ai tenté les aides locales, les aides pour les régions. J'ai tenté l'aide du CNC, surtout celle après réalisation. Pour le premier, je dis, hein, ouais. je n'ai rien eu. Pourtant, on a mis en avant la ville de Deauville, on a mis en avant la région, le département, avec un acteur qui était méchant dans James Bond, quand même, ce n'est pas rien, qui a travaillé pour les plus grands réalisateurs au monde, mais je n'ai rien eu. Après, est-ce que
j'ai fait des demandes. Est-ce que j'attendais quelque chose? Je ne sais pas, mais je n'ai rien eu. Alors, comment j'ai fait? J'ai tout discuté. J'ai dit, est-ce que vous voulez m'aider? Et les gens, ils m'ont dit oui, parce que le scénario, il est bon, on veut t'aider. Voilà ce qu'ils me disaient à chaque fois. Parce que le scénario, il est bon, on veut t'aider. C'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de parler de scénario, parce que c'est ce qui est à la base de tout. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les films, et c'est pour ça que Kellan et Toré sont venus, parce que je leur avais donné le scénario. En fait, à chaque fois, c'était le scénario. Mais vraiment. Donc, du coup, t'as pas eu tout ça, et donc tu commençais à nous dire comment tu t'y es pris pour quand même réussir à. Moi, pour le coup, je les ai vus tes films, et c'est vrai que il y a une progression à chaque fois, et le dernier, Divertimento, alors je sais pas comment c'était en coulisses, mais clairement, enfin voilà, en termes de qualité technique en tout cas. Il n'y a rien à rougir par rapport aux grosses productions. Donc, comment on fait quand on n'a pas une thune? Comment on fait bah, je t'ai dit, on discute tout. C'est-à-dire, alors quand j'ai commencé, je n'avais aucun contact. Aucun. Personne dans le cinéma. Mais vraiment personne. Hein. Même pas amis, d'amis. Personne. Rien. Le néant. Vide. Vide. Rien. Vraiment rien. Dans un désert. J'avais un ami ou un contact, c'était le loueur de matériel. Alors de ce côté-là, je ne me faisais pas trop de soucis. Et ça, c'est plutôt un bon point, parce que de matériel, j'en avais besoin. Et pour faire un bon film, alors le matériel ne fait pas le film, ça c'est sûr. On peut faire un bon film avec peu de moyens, ça c'est clair. Mais je voulais, si tu veux, faire les choses en grand. Donc j'avais besoin de matériel quand même, pour faire le mieux qu'on pouvait faire. Donc ça, c'était pas trop un souci pour moi. Mais tout le reste, j'ai discuté avec chaque acteur, pas acteur comédien, mais chaque participant. J'ai discuté. Certains voulaient m'aider, certains ne voulaient pas m'aider. Parfois, j'ai tranché. J'ai choisi des gens qui voulaient m'aider, mais c'était un combat de titans. Je n'ai pas du tout aimé le faire. C'est ce que j'ai aimé le moins le faire. Mais j'étais obligé de passer par là et de discuter avec chacun les prix, les machins, est-ce que vous voulez m'aider, tout ça. Et c'est vrai que c'était la partie du boulot que j'aimais le moins. La prod. Ça me faisait prendre la tête avec un tel et un tel, alors que je ne supporte pas ça, quoi. Donc c'est la prod. Toutes les tâches dont tu parles, c'est ce que ferait un producteur sur une production. J'étais producteur, j'ai créé une production pour faire ces films, et j'étais producteur, oui. Et du coup, c'est peut-être intéressant ça. C'est quoi? C'est une asso? Non, c'était pas une asso, j'ai créé une société de production. Donc voilà. Bien sûr, j'ai dû financer beaucoup de choses parce que c'était une société, c'était pas une asso. Mais voilà, c'est le monde du court métrage. Voilà. Mais non, j'ai créé une société. Ouais. Mais c'était financièrement, c'était très lourd. C'était pas un court métrage étudiant, c'était lourd. Mais c'était un énorme sacrifice que j'ai demandé à ceux qui étaient autour de moi s'ils voulaient bien de le faire. De toute façon, on peut voir ça un petit peu comme une aventure entrepreneuriale, comme quelqu'un qui crée sa boîte. Moi, j'ai toujours vu la production d'un film comme une création de société, en fait, quelque part. Oui, et j'imagine que potentiellement, je vais loin, hein, mais peut-être que ça a été que à Noël, t'as rien demandé à ta famille, tu as demandé peut-être un petit billet pour t'aider à financer le film ou des choses comme ça, non? Je n'ai rien demandé pour le Noël, rien pour mes anniversaires, rien. J'ai dit je ne veux rien. Et je pense que on devait refaire, je crois, la cuisine, on ne l'a pas refait. C'est allé jusqu'à là, en fait. Et pas de crowdfunding, pas de Ulule, des choses comme ça? Je crois qu'il a prise. Non. Ah, d'accord. Vas-y, c'est bon, t'es revenu avec nous. Sur le crowdfunding, c'est ça la question? Ouais. Sur le premier, j'en avais fait
Alors, j'avais fait par KissKissBankBank, il me semble. Mais le problème avec KissKissBankBank, c'est que si on n'atteint pas la somme demandée, on n'a rien. Ouais, comme Ulule. Voilà, alors certains, ça ne marche pas comme ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui m'était pris, j'ai fait ça. C'était complètement un choix bidon. En même temps, j'avais 17 ans, donc je n'avais pas toute ma tête. Et du coup, j'ai eu une partie, je crois, j'ai eu 30%, un truc comme ça de ce que j'avais demandé. Je ne me souviens même plus combien j'avais demandé. Mais du coup, j'ai eu 30%, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, ça n'a pas marché. Donc non, non. Même sur ça, ça n'a pas marché. On peut te demander du coup combien ça représentait à la louche les budgets, le budget de ton dernier film par exemple? Non, le budget de mon dernier film, je ne vais pas le dire, mais ce que je sais, c'est que quand je vais aux États-Unis ou quand je suis avec des contacts avec les Américains, ils me disent ça vaut. Quel est le budget? C'est combien? Tu as mis 3 millions, 4 millions? Est-ce que ça vaut 2 millions? C'est ça qu'ils me disent. Et je sais que le budget est complètement ridicule. Bien sûr, ce n'est pas des millions, mais je sais que ce qu'on a fait avec très peu de moyens vaut beaucoup. C'est surtout ça que je retiens. Et quand ils me disent ça, je dis, mais ils croient vraiment que je suis millionnaire? Ils sont fous. Et on a fait le film avec un budget complètement ridicule. C'est même pas le 30e de ça, j'en sais rien, le 50e de ça. Donc quand j'ai des réponses comme ça, je suis très satisfait. Parce que je me dis, bah, vous voyez, on a fait un truc, il le compare à, comme tu as dit, comme des grosses prods, il le compare à tel film, tel film. Si c'était un long métrage, ça en valait 8 ou 9, on me l'a dit. Hein. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc, ça, pour le coup, je suis très satisfait sur cet aspect-là. Ah, puis de toute façon, parce que j'imagine que c'était des tournages bénévoles, déjà quand on enlève tout ce qui est masse salariale sur un projet, c'est rapidement, en moyenne, ça peut aller jusqu'à 2/3 du budget global, quoi. Donc déjà, quand tu passes sur du bénévolat, évidemment, les budgets tout de suite sont ultra réduits, quoi. Oui. Alors, il n'y avait pas que des gens qui voulaient m'aider à titre gracieux, si j'ose dire. Il y avait aussi, il y avait un peu un mix un peu de tout selon les personnes. Mais de toute façon, j'ai 2 acteurs qui viennent de Los Angeles, donc de toute façon, c'était quelque chose qui n'était pas à 1000 ou 2000 euros, c'est évident. Déjà, juste ça, c'est 2 voyages. J'en avais même 3. J'avais 3 voyages déjà. Donc, déjà, ça représente déjà quelque chose en soi. Bien sûr. Bien sûr. Très bien, très intéressant. Si on se recentre, pour reparler un petit peu du scénario, avant même d'éventuellement te demander si tu as des conseils à donner, toi, tu t'y prends comment? Là, tu es peut-être, je sais pas, potentiellement, tu es peut-être en train d'écrire ton prochain film. C'est quoi? C'est une idée que tu as sous la douche le matin et quelles sont après les grosses étapes quand tu commences à le matérialiser sur le papier? Alors voilà, tu as demandé pour moi. Je vais t'expliquer comment ça se passe pour moi, mais ça se passe pour chaque personne, j'imagine c'est différent. Pour moi, j'ai envie de dire c'est particulier, mais pour chaque personne, c'est différent, c'est particulier. Alors pour moi, j'ai soudain une idée. Je ne peux pas l'expliquer comment je l'ai. J'ai soudain une idée. Un truc qui vient, qui me plaît. C'est souvent pas une idée globale, mais une partie du film. Par exemple, pour Divertimento, pour ceux qui nous écoutent, toi tu l'as vu, tu sais, c'est un jeu. Ça commence par un jeu et ça se transforme en conte. Il était une fois en truc un peu plus fantastique, un peu plus puzzle, bref. Mais ça commence comme un jeu. Et si tu veux, pour Divertimento, la première idée que j'ai eue, c'est que je voulais faire un jeu. Bon. Donc, je commence par avoir une idée. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai une idée comme ça d'un coup. C'est une partie du truc. Ensuite, en fonction de ça, cette idée que j'aime bien, j'essaie naturellement, les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, j'ai d'autres idées, comme des morceaux de puzzle qui tombent comme ça. Et puis à la fin, je me dis, tiens, ce serait bien de mixer tout ça. Et si je mixe tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme film? Est-ce qu'il y a un truc cohérent? Est-ce que ça raconte une histoire? Est-ce que les personnages, est-ce qu'il y a une ligne directrice? Est-ce que tout ça marche? Et en fonction des versions, j'essaie de construire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui
qui est bien selon moi. C'est un peu comment je fonctionne pour avoir l'idée globale. Alors ensuite, bien sûr, ça c'est les idées. Ensuite, bien sûr, il faut une approche plus technique. Ensuite, dans une deuxième partie, pour régler les problèmes ou l'histoire de... pour le rendre meilleur, pour créer des versions, tu sais, il faut une approche plus, je dirais même scientifique, presque scientifique, une approche plus technique. Mais en tout cas, pour les idées, elles viennent... je ne cherche pas... En fait, je ne me dis pas, il faut que j'ai une idée, je vais chercher. Non, je ne cherche pas à avoir une idée. C'est l'idée qui doit venir vers moi et je dois l'aimer. Sinon, je ne suis pas trop partant. Parce que si je cherche, je vais dire, tiens, je veux faire un film, je sais pas, n'importe quoi, sur un assassin, il faut qu'il soit comme ça et on va voir comment je vais le faire. Je ne suis pas trop, pas trop attiré par ça. Quoi. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de presque instinctif. Voilà. Mais ça peut changer. Hein, pour Divertimento, au début, c'était seulement un jeu. Et d'ailleurs, je me souviens, je l'avais écrit pour des acteurs qui avaient la soixantaine. C'était des personnages très âgés. Et je me disais, mais un jeu entre personnes âgées qui ont 60 ans, ça ne va pas trop marcher. Il faut qu'ils soient plus jeunes. Il faut que les conséquences dans leur vie soient plus dramatiques. Donc, j'ai envie, il fallait qu'ils soient jeunes. La trentaine, c'est mieux pour participer à un jeu. Donc, si tu veux, au fur et à mesure, je règle certaines choses. Mais ce sont toujours au début des idées qui viennent comme ça. Voilà, j'avais l'idée d'un château, d'un jeu, des échecs. Voilà, ça s'accumulait comme ça. Et du coup, et c'est quoi des idées comme ça? T'en as 15 par mois ou donc du coup, c'est quoi? Tu les notes toutes dans un petit calepin? Alors, non, je note pas dans un calepin parce que je considère que si on l'oublie, c'est-à-dire c'est que c'était forcément une mauvaise idée. Une bonne idée, elle ne peut être que mémorisée à vie ou à jamais. Je veux caricaturer. Ouais, Si je dois le noter, ça veut dire c'est pas bon. Alors il faut noter parce que l'idée était tellement pas, pour moi, hein, l'idée était tellement pas bonne que n'est pas restée dans ma tête. C'est très mauvais signe. Donc surtout, je note pas. Est-ce que je suis capable de m'en souvenir? Parfois, j'ai même des idées de dialogue. Et je note pas les dialogues. J'attends 6 mois et si dans 6 mois, je me souviens encore des dialogues, je me dis peut-être qu'il faut les utiliser. Mais si je ne me souviens pas, alors c'est pas la peine de les utiliser. Alors quand elles viennent, en fait, je sais pas, c'est un peu, j'ai pas trop le contrôle sur ça. Parfois c'est sans explication, certains jours, parfois c'est d'autres. Mais si je sais que je dois faire un film, si tu veux, si je suis conditionné à écrire un truc, je m'attends à ce qu'elles viennent. Voilà. Si je suis, alors parfois je suis en vacances, ça vient, c'est inattendu, mais je dois faire un court métrage, je me mets en action et dire ouvre le cerveau pour qu'il y ait des idées qui viennent. Donc voilà, quand même. Et c'est quoi ta vision de l'écriture? Parce que beaucoup disent, alors pas forcément des scénaristes, hein, d'ailleurs moi j'ai entendu ça plutôt de la part d'écrivains, que c'est une discipline l'écriture. Que en gros, tu en as plein qui se lèvent à 4 heures du mat, qui s'imposent leurs 3 heures d'écriture quotidienne, etc. Toi, c'est quoi ta vision de ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit tous les jours, par exemple, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Si j'ai pas besoin, je n'écris pas. Si je ne ressens pas le besoin, je n'écris pas. De base, je n'aime pas du tout écrire un truc qui ne va pas se faire. Alors, je sais, il y en a qui écrivent plusieurs trucs pour donner le choix à des producteurs. Ça se fait souvent, même aux États-Unis. C'est une des méthodes les plus employées. C'est un truc que moi, je n'aime pas du tout. Parce que si je m'engage corps et âme, avec toute mon énergie, ma passion, donc il faut que le truc se fasse. Donc, je ne le conçois pas comme un travail de bureau, me lever à 8 heures du matin. Par contre, oui, si on me donne des deadlines, si je travaille pour quelqu'un et qu'on me donne des deadlines et qu'il faut rendre le scénario ou tel truc pour tel jour, bah oui, il faudrait mieux se mettre un planning. Oui, ça c'est sûr qu'il vaut mieux respecter le planning. Mais à part ça, je ne suis pas dans une optique où je me dis, tiens, chaque jour c'est 3 heures. Non, si un jour si c'est 1 heure, tant mieux. Si c'est 0, c'est 0. Si c'est 8 heures, c'est 8 heures. Mais j'ai pas de. Il n'y a rien qui est prévu d'avance, en fait. Ouais. En gros, il te faut l'idée. À partir du moment voilà. où l'idée t'est apparue, c'est parti, quoi. Oui, et puis parfois, je travaille toute la journée sur une même scène parce que je veux faire ça.
Et parfois, je me dis, ah non, on va faire 10 scènes aujourd'hui parce que je veux un peu tout voir. En fait, il n'y a rien qui est prévu à l'avance. Et, et quand tu écris, du coup. Non, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, j'avais terminé. Je crois que j'avais terminé. D'accord. Parce que du coup, quand tu écris comme ça, quand tu as une idée, est-ce que tu te fixes des limites en disant, écoute, là, ça part peut-être trop loin, ou alors non, ça va pas, comme tu dis, que tu écris pour rester quand même, que ça se fasse un minimum. Est-ce que tu dis, non, là, ça va être un petit peu trop, ça va être un peu trop osé, la personne ne voudra jamais que ça se réalise, ou ce genre de truc. Ou justement, tu dis, putain, peut-être là, ce que j'ai mis en termes de moyens, c'est trop, donc peut-être revoir ça à la baisse, je sais pas. Alors, de quoi t'entends? Est-ce que tu parles dans trop, c'est-à-dire l'histoire et sur quel aspect? Enfin, Ah, alors, narratif ou on n'arrivera à le produire? ça, à l'aspect narratif, dire par exemple ça en termes de thème abordé, c'était un peu osé, en termes d'ambition narrative, c'est peut-être un peu trop osé, ou peut-être aussi que financièrement, c'est peut-être un peu trop osé. Si d'un coup tu veux faire, je sais pas, des espèces de Star Wars low cost, je caricature, mais des Star Wars low cost, ouais, peut-être que tu vas peut-être pas avoir les moyens de le faire, ou genre de truc, dire ouais là j'ai envie, mais c'est peut-être compliqué. Bien sûr, tu as raison. Alors pour les 3 courts-métrages, déjà, je m'étais mis dans la tête que les filmer dans plusieurs endroits, ça allait être trop compliqué pour moi. Ça allait être, déjà, il y a des acteurs internationaux, il y a, euh, il y a beaucoup de choses, c'est en anglais, c'est pas ma première langue, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis. En plus, je n'ai pas fait d'école, donc il y a beaucoup de défis. Donc, je voulais me limiter alors, à part le premier, on avait un décor de plage, c'est vrai, enfin, c'était dans la même ville. Je voulais me limiter à un seul décor. Donc, sur ce point de vue-là, tu as raison. Je m'étais parti avec l'idée de, quoi qu'il arrive, ce sera dans un seul décor. Et peu importe lequel. Et c'est pour ça aussi que, avec chaque court-métrage, c'est ce que tu as dit au début, j'ai essayé de progresser pour à chaque fois proposer un décor nouveau et différent et plus gros, plus ambitieux. Après, je t'avoue que pour mon dernier court-métrage, quand je l'ai écrit, j'avais dans l'optique de faire le scénario le plus fou, le plus ambitieux, presque jamais fait, le plus osé. Donc c'est carrément le chemin inverse, peut-être habituel, je ne sais pas, mais je voulais marquer le coup. Donc je voulais faire le truc le plus fou. Et je m'étais dit, plus il y a de trucs fous, et mieux c'est. Donc ça, c'est la logique juste inverse. D'accord. Et si je peux rajouter un truc, c'est du coup, parce que malheureusement, j'ai pas pu voir les courts-métrages, tes courts-métrages. D'ailleurs, je serais super intéressé pour le coup. Euh, tu as dit du coup que le premier était fait en anglais, est-ce que les autres sont faits en anglais? Et du coup, pourquoi? Est-ce que du coup, tu écris en anglais? Et pourquoi ce choix-là? C'est Non, intéressant. le premier était en français. Ouais. Et le challenge était de trouver un acteur international qui savait parler le français. Et ça, c'était quelque chose de pas facile déjà, et qui souhaitait venir en France. Donc, quelqu'un qui soit proche de la France. On ne pouvait pas trop viser le Canada ou les États-Unis. Il fallait vraiment quelqu'un qui soit en Espagne, soit en Angleterre, soit en Allemagne. Tout de suite, j'ai eu l'idée de Gottsotto parce que j'aimais bien les James Bond, je le connaissais. Et tout de suite, je voulais lui. Enfin bref. Le premier était en français parce que en fait, quand j'ai débuté, je voulais faire des films en France. Jamais m'est venu à l'idée de faire des films en anglais. Jamais. Je voulais faire des films en France. Il se trouve qu'après Vesper, il y a eu un bon petit succès. Les gens l'ont bien aimé, vraiment les professionnels dans l'industrie l'ont beaucoup aimé. Et j'ai eu un petit passage de 6 mois où c'était un petit passage un peu vide, où j'imagine tout le monde a l'occasion de traverser une fois ou plusieurs fois dans sa vie, où je ne savais pas trop quoi faire, je n'étais pas sûr. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer dans cette voie-là? Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Et je me suis dit, oui, il faut quand même que je continue, c'est ce que j'aime faire. Et je me suis dit, mais voyons plus large. Et je me suis dit, peut-être le deuxième, je le fais en anglais, eh bien pour avoir plus de possibilités, en fait, plus tard. Et je me suis dit, faisons un truc en anglais où ça parle pas trop. Je voulais pas un scénario qui parle pas trop parce que déjà, j'aime pas les scénarios, j'aime pas les films où ça parle trop. Je trouve que le cinéma, c'est une expérience immersive. Je préfère une expérience audiovisuelle qu'une expérience romanesque, où ça parle et parfois on ne comprend rien. Parfois on comprend, mais parfois on ne comprend pas, en tout cas pour moi. Donc je voulais un film en anglais, alors très peu de dialogue, si tu veux. C'est un film qui dure 13 minutes, il y a 2 minutes de dialogue maximum. Toi, tu l'as vu, tu peux me confirmer. Hein. Il y a très très peu de dialogue dans le deuxième.
Tout se joue avec les codes, si tu veux, visuels. Si tu veux, il y a un passage imaginaire, un passage réel. Donc c'est à chaque fois la même maison, le même personnage, les mêmes fleurs, la même allée, la même entrée de maison. Tout est visuel, tout est codé visuellement. Si tu veux. Même quand il ouvre le coffre, il rentre, il y a un flashback qui vient. Le flashback vient après l'ouverture du coffre. Donc si tu veux, tout est construit, juxtaposé vraiment visuellement. C'est ce que je voulais faire. Le deuxième, je l'ai fait en anglais. Ensuite, je suis allé aux États-Unis et ils m'ont dit c'est super. En fait, j'ai eu un très bon retour aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis complètement par hasard. J'ai rencontré des gens complètement, presque par hasard. Certains par hasard, d'autres par hasard. Ils m'ont le deuxième court-métrage, c'est comme un clip d'un James Bond, ce qu'ils m'ont dit. Donc moi, j'étais super content. Ils dit, ah bon, vous pensez ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et du coup, j'ai fait le troisième en anglais et je ferai le prochain en anglais parce que ça me donne l'occasion de travailler avec des acteurs dont je n'aurais pas l'occasion de travailler avec si c'était en français déjà. Et deuxièmement, la distribution est bien plus globale. Ça, c'est logique, hein, parce que c'est en anglais. C'est bien plus facile de faire doubler ou de sous-titrer un film distribué, tout simplement un film catégorisé américain ou international à l'international, justement, qu'un film en français. Donc, je m'étais dit, c'est la meilleure voie pour moi. Pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, j'ai trouvé le chemin que je cherchais. On a une première question de Corinne. Alors, est-ce que tu écris pour d'autres réalisateurs? Et c'est une double question. Et es-tu sollicité à partir d'une idée que l'on t'aurait proposée? Alors, c'est-à-dire pour réaliser un autre scénario, c'est ça? En gros, ouais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de d'écrire à partir d'une idée qui n'est pas la tienne? Oui, d'accord. Puis au-delà de ça, si la réponse est non, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu te vois écrire un scénario que tu ne réaliserais pas derrière? Moi, je pars toujours du principe de ne jamais dire non. Donc, Oh, attention. non, mais voilà. Je ne veux pas dire non maintenant, à 22 ans. Qui sait, demain, on va me proposer de réaliser le scénario d'un autre truc et c'est super bien. Je ne veux pas dire non. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que je pense que pour commencer, il ne faut surtout pas le faire, que c'est une voie que je conseille peu parce que les auteurs sont mieux, leur travail, ce qu'ils font généralement est mieux mis en valeur. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est toujours mieux recommander un réalisateur qui écrit lui-même, en tout cas pour commencer. En tout cas, aux États-Unis, c'est le retour de ce que j'ai eu. Là, c'est vraiment la confrontation entre le modèle français et le modèle américain. Donc, je ne suis pas chaud aujourd'hui pour réaliser le scénario d'un autre, et je ne suis pas chaud pour écrire le scénario pour quelqu'un d'autre. Mais je ne vais pas dire jamais de ma vie, j'en sais rien. Peut-être demain, voilà. Mais ce n'est pas quelque chose que je me sens à l'aise en tout cas. Ce n'est pas ma zone de confort. Ah ouais, après, effectivement, ça dépend de chacun. Après, c'est vrai qu'en France, on a quand même le statut d'auteur. Enfin, l'auteur-réalisateur est quand même très sacré en France. La plupart beaucoup de films sont réalisés par les gens qui les ont écrits, ce qui, comme tu l'as dit, n'est pas le cas aux États-Unis. Et effectivement, ça pousse à poser la question Oui. qu'on peut être bon scénariste et mauvais réalisateur et vice-versa. Bien sûr. D'ailleurs, il y a de très grands réalisateurs qui n'écrivent pas eux-mêmes. Mais attention, ce que j'ai dit aux États-Unis, c'est juste l'inverse. J'ai remarqué qu'ils sont bien plus intéressés par des réalisateurs qui écrivent eux-mêmes. Ah ouais? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont je dirais, plus pas en admiration, mais plus ils aiment, oui, c'est ça, ils sont plus en admiration vis-à-vis de quelqu'un qui réussit, en guillemets, à écrire lui-même, que quelqu'un qui ne veut pas se donner à cette tâche-là, en fait. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il n'y a pas de mauvais de réalisateurs qui n'écrivent pas, qui ne sont pas bons. Je ne dis pas ça. Hein. Par exemple, David Fincher, je crois, il n'écrit pas, ou il écrit très peu. C'est très bon. Je ne donne pas de généralité, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Non, mais c'est super intéressant ça. Parce qu'encore une fois, aux États-Unis, c'est.
le système français est très apprécié là-bas. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est très bien vu. Mais est-ce que le fait que nous, on ait cette culture de l'auteur-réalisateur n'aimerait pas peut-être des salaires il me semble que juste la condition de scénariste, c'est très, très précaire. Est-ce que, du coup, ça ne viendrait pas de là, du coup, qu'effectivement, on ne peut pas juste joindre les deux bouts en étant juste scénariste? Alors, j'ai Parce que pas c'est eu mieux traité là-bas. en France ou aux États-Unis? En France, cette notion, peut-être pour ça qu'on l'a, nous, cette notion d'auteur-réalisateur, peut-être à cause de la précarité du métier. Oui, peut-être, mais au fond, c'est sûrement une des raisons, mais je le pense pas. Pas principalement. Je pense que c'est la tradition française de proposer des films qui sont tout simplement écrits par des auteurs. Je pense que c'est une tradition et les gens sont attachés à cela et c'est très bien. Voilà, un scénariste a aussi l'opportunité d'écrire plein de scénarios, d'en vendre plein. Voilà, s'il est très bon, d'en vendre plein. Et un réalisateur a aussi l'opportunité de réaliser des clips, des pubs. Voilà, de faire plein de trucs. Donc, c'est sûrement l'une des raisons, mais je ne pense pas que c'est juste la colonne vertébrale de ce système-là. Bien sûr. Non, mais effectivement, c'est un point super intéressant aussi. En tout cas pour les séries, je sais qu'en France, le budget, enfin, la part du budget global qui est allouée à l'écriture est complètement inférieure à ce qui peut se pratiquer aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est un point intéressant aussi. Après, je pense que le statut d'auteur-réalisateur à la française, ouais, enfin, ça fait partie de l'exception culturelle française en fait. Et ouais, je pense que c'est aussi pour ça, quoi. C'est pas une question c'est pas qu'une question de rémunération, quoi. Oui. Un scénario, Oui. c'est pas évident à écrire. Non, c'est sûr. C'est un document technique, un scénario avant tout, qui a ses codes, etc. Donc ça ne s'improvise pas. Non. Tout le monde peut écrire demain une histoire, etc., un peu au feeling. Un scénario, non. Si on ne sait pas qu'en en-tête, il faut mettre intérieur, jour, etc., voilà. Comment, parce que toi, tu es autodidacte, Kevin. Oui. Comment tu as appris tout ça? Est-ce que c'est en lisant des livres? Est-ce que c'est en… Non, je n'ai lu aucun livre. J'en ai acheté, je l'avoue, j'ai acheté des livres sur le scénario, je n'ai pas ouvert la page. Parce que quand j'ai vu ces 500 pages, je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est la vérité. C'est quel livre? Un film, mais je les ai jamais. Attends, tu peux répéter, on t'a perdu. Oh, je sais pas, il y en a plein, enfin, il y en a 3, 4. J'ai acheté il y a 3, 4 ans, je ne me souviens pas des titres. Non, mais ce que tu dis, intérieur, jour, oui, bien sûr, mais je veux dire par rapport à la forme, j'ai envie de dire, c'est rien. C'est le b.a.-ba. Mais en fait, moi, si tu veux, quand j'ai fait le court-métrage, je ne sais pas pourquoi, il y a eu 15-20 personnes jusque-là qui m'ont envoyé leur scénario et qui m'ont dit, est-ce que tu peux le lire, donner ton avis? C'est vrai, je suis surpris, j'ai 20 ans, pourquoi moi aller demander l'avis d'un expert ou je sais pas, un script docteur ou ce que vous voulez, quelqu'un qui a vu des choses. Moi, j'ai commencé. Mais bon, non, vous, on aime bien avoir votre avis, est-ce que vous le donnez? Je dis, bon, si j'ai le temps, je vais le lire, je vous le donne. Bon, qu'est-ce que je remarque à chaque fois? C'est que ça, c'est fou, c'est, je crois, l'erreur du débutant. Et c'est, je crois, si on fait ça, je crois que c'est vraiment mort, quoi. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. À chaque fois, je vois les tonnes de descriptions comme ça, où ils expliquent tout ce qui se passe dans le film. Non, mais ce que tu dis, intérieur, jour, c'est oui, bien sûr, mais je veux dire par rapport à la fin, les tonnes de descriptions comme ça, alors, où ils expliquent tout ce qui se passe dans le film. Non, mais ce que tu dis, intérieur, jour… Oui, on t'entend. Vous m'entendez là, maintenant? Oui. Ce que je disais, c'est qu'on m'envoie parfois, j'ai reçu des scénarios, des descriptions, c'est comme ça, où ils expliquent tout ce qui se passe. Je dis, mais le lecteur va devenir fou. Vraiment. Mais le scénario est visuel. Il faut transcrire l'émotion,
les sentiments qu'on a, donner l'impulsion de ce qu'on ressent visuellement. Alors, je vais donner des exemples pour que ceux qui nous écoutent nous comprennent bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le choix des mots, la juxtaposition des mots est presque un travail scientifique, presque technique, mathématique, je dirais. Et il s'agit là moi je pense que c'est du design de mots. Il faut faire vraiment, je crois, du design. Parce que chaque virgule, chaque mot, chaque phrase, chaque retrait de ligne signifie quelque chose. Si on il y a un retrait de ligne, ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être un temps qui a passé, ou ça veut peut-être dire qu'on prend peut-être un peu de recul par rapport à ce qui vient de se passer. Je ne sais pas. Tout est une expérience, si tu veux, sensorielle des mots. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, les gens qui débutent ne comprennent pas. Par exemple, si je veux décrire ce qui se passe dans un restaurant, alors prenons je sais pas, un restaurant gastronomique, par exemple. Moi, je suis jamais allé, hein, mais bon, tout le monde voit comment c'est un restaurant gastronomique. Alors, le mec, il va écrire dans son scénario les serveurs élégants, les bouquets de fleurs, les rideaux, machin, entrée, plat, dessert, les tables rondes avec des nappes, lustre au milieu de la salle, des colonnades dans le restaurant, très très beau. Et ça, des descriptions. Et pourquoi on ne mettrait pas restaurant gastronomique, intérieur, comme tu as dit, intérieur, restaurant gastronomique jour, haut de gamme, calme. Si on met ça, haut de gamme, calme, tout le monde comprend. Tout le monde sait ce que c'est un restaurant gastronomique. Tout le monde sait. Il n'y a pas besoin d'écrire des tonnes de descriptions. Un autre élément. Parfois, je vois, la scène se passe dans une ruelle sombre, par exemple dans un film d'horreur, et ils mettent c'est inquiétant. Ah, bah oui, c'est inquiétant, oui. Mais tu as mis extérieur ruelle, tiré nuit, et pourquoi on ne mettrait pas un lampadaire éclaire à la ruelle? Bah, si c'est la ruelle la nuit, un lampadaire éclaire la ruelle, éventuellement le personnage, pas, disons, je sais pas, Marc, n'importe quoi, Marc traverse la lumière, il entre dans l'ombre, ou je sais pas quoi. Pourquoi on met c'est inquiétant? Enfin, on imagine bien que c'est inquiétant. Il faut essayer de retranscrire avec les mots ce que l'on veut dire. Parce que le mot inquiétant ne se retrouvera jamais dans le film. C'est une émotion. Ce n'est pas un mot. Je veux dire, ce n'est pas un élément du film. C'est quelque chose qu'on ressent. Alors, il faudrait, comme quand on ressent l'inquiétude dans le film, le faire retranscrire dans le scénario. D'autres exemples. Par exemple, il y en a qui disent, je ne sais pas, il y a des avions qui volent dans le ciel. Ah ben dis donc, heureusement qu'ils volent. Pourquoi sinon ils cracheraient? Pourquoi des avions qui volent dans le ciel? Pourquoi on ne mettrait pas des avions dans le ciel ou des oiseaux dans le ciel? Les oiseaux, plein d'oiseaux volent dans le ciel. Pourquoi on ne mettrait pas plein d'oiseaux dans le ciel? Pourquoi on mettrait voler? Ce sont des mots qui sont en trop, qui ajoutent de l'encombrement, une lourdeur. On va dire, c'est mort. Mais je vous le jure, à la première page, vous avez peut-être la meilleure idée du siècle. Faire ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'il faut procéder à un travail de design, comme un architecte fait un projet d'architecture ou de design, quelque chose qui est assez... et choisir en fait les bons mots qui retranscrivent ce que l'on souhaite dire, ce que l'on souhaite faire ressentir. Et encore une fois, chaque virgule compte, chaque mot compte, et moins on en dit, mieux c'est, mais il faut quand même être précis. Alors, c'est un travail de fou, parce que des réécritures comme ça prend des mois, et parfois des mois. Et souvent, les gens ou les scénaristes qui débutent passent à côté de cette case-là, et je crois elle est fondamentale. Donc en gros, pas être trop descriptif, même si le scénario en lui-même implique de décrire, quoi. Mais bien sûr, on peut décrire, mais par exemple, il faut savoir faire une description, je crois, qui est de l'ordre de choisir les mots avec, judicieusement, avec ce que l'on souhaite retranscrire, avec les sensations qu'on a, mais pas écrire un roman. Je ne sais pas, il y en a qui mettent les skieurs au ski sur les pistes enneigées. Mais, je veux dire, s'il y a des skieurs, j'imagine bien que les pistes sont enneigées. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est extérieur montagne, les skieurs, point.
Et puis notre personnage est peut-être au milieu des skieurs, pour préciser on a besoin de préciser ça, on le veut au milieu. Mais pourquoi on dirait, je ne sais pas, des skieurs ski sur des pistes enneigées, notre personnage, Marc, toujours Marc, au hasard, hein, Marc au milieu de la foule, avec ses bâtons, ski, on sait bien que c'est avec ses bâtons, je ne sais pas quoi. Je veux dire, les choses qui sont évidentes comme ça, en fait, c'est l'ordre de l'encombrement, ça tue un scénario, ça le tue. C'est comme un meurtre, en fait, mais vraiment. C'est un meurtre littéraire, mais vraiment. Non, je crois que tu voulais enchaîner, Paul. Non, j'étais juste, je trouvais ça super intéressant ce que tu disais, si tu permets que je te tutoie. C'était super intéressant de cette couleur, finalement, savoir être concis, finalement, pour laisser respirer ses idées. C'est super intéressant. Oui, je conseillerais de lire des scénarios de bons films, ou de pas bons films aussi, pareil, mais de lire, je sais pas, une trentaine, quarantaine de scénarios. Moi, j'en ai lu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le retrait de la ligne signifie quelque chose. Si on va à la ligne, on veut faire transparaître un sentiment. Est-ce que c'est le temps qui a passé? Est-ce que c'est pour prendre un peu de recul? Est-ce que c'est pour laisser un peu d'air? Peut-être que le personnage est tellement dans l'émotion que quand on va revenir à la ligne, peut-être on signifie que quand on va réaliser le film, eh ben, on lui laissera peut-être un peu de temps pour réfléchir dans ses émotions, par exemple. C'est ça ce que ça veut dire, retrait à la ligne. Sinon, pourquoi je fais retrait à la ligne? Sinon, j'enchaînerai à la suite. C'est-à-dire que, en fait, chaque chose qu'on fait signifie quelque chose. Et c'est un document, en fait, qui est vivant et je crois c'est de l'ordre, je le redis, du design. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas, on design les mots. Et si on ne fait pas ce travail-là, si on ne comprend pas ça, le scénario ne passera pas. C'est noir sur blanc, il ne passera pas. Il n'y aura pas de. Même si vous avez écrit, je sais pas, le Star Wars ou une idée de tout, ça ne passera pas. Autant dire les choses, c'est la vérité. Ce serait ça, du coup, ton conseil principal, parce que du coup, en un moment, on parlait de conseils envers les gens. Peut-être que ça peut être intéressant que, peut-être, je sais pas si j'empiète sur d'autres choses, si Jocelyn a des trucs à dire, ou si je prends, je prends trop de place. Comment dire? Du coup, des conseils, parce que là, ce que tu dis, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est le conseil principal lors d'écriture que tu donnes. Est-ce que tu aurais d'autres trucs, d'autres secrets? Non, je n'ai pas de secret. D'ailleurs, ça, voilà. C'est une blague. Je crois que sur la forme, celui ou celle qui n'a pas compris ça, malheureusement, ne pourra pas aller très loin. Et pourra faire des films étudiants ou des films entre amis, bien sûr. Et c'est très bien. Mais ne pourra pas aller plus loin, c'est-à-dire ne pourra pas aller au niveau professionnel. Donc, c'est dommage, parce que parfois, certains ont des bonnes idées. Non, je pense que ça, c'est sur la forme. Mais je pense que, déjà, le scénario est un document qui a de la valeur. C'est le seul document qui a de la valeur. Parce qu'il n'y a pas un film qui ne coûte pas. Même le film, un film qu'on fait entre amis, ou un film comme ça, chez soi, entre amis, il coûte. Parce qu'il y a le temps, il y a, voilà, et puis il faut acheter de la nourriture, amener les sandwichs, bref. Ça coûte. Même ça coûte. Donc, je ne peux pas croire qu'il y a un film qui ne coûte pas. Et pourquoi on fait un film? C'est parce qu'il y a un scénario. Donc, moi, je considère que le scénario est le seul document qui a de la valeur. Et encore une fois, moi, si j'ai pu faire mes courts-métrages, à chaque fois, j'ai demandé aux gens pourquoi vous voulez les faire. Ils m'ont dit c'est votre scénario, ton scénario, c'est le scénario, c'est l'histoire. Bon. Et le scénario a une valeur, mais à partir du moment où on fait le film, il y a un transfert de valeur. C'est-à-dire qu'une fois le film fait, le scénario peut partir à la poubelle. La valeur est dans le film. La valeur artistique, c'est le film. Le scénario, après, on s'en fout. Donc, c'est une valeur qui doit être transférée. Mais sur le fond, maintenant, parce qu'on a parlé de la forme, sur le fond, moi, le conseil que je donnerais, c'est très connu. Pour les courts-métrages, en tout cas, parce que je n'ai pas fait de long-métrage, pour les courts-métrages, je crois que ce que l'on cherche à faire dans un court-métrage, c'est en 10, 15 ou 20 minutes ou en 8 minutes, trouver un concept qui est très puissant. C'est-à-dire, en très peu de temps, il faut réussir à trouver, à transmettre un concept qui a une force, qui a une puissance extraordinaire et le réussir à le faire. Et tout le monde ne réussit pas à faire ça. Il y a beaucoup de courts-métrages. Un court-métrage peut être bon, il peut être réussi sans avoir cela, mais vraiment un court-métrage peut se distinguer vraiment s'il y a un concept qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, maintenant je travaille depuis un an et demi avec les Américains.
Et même pour tout médium, même pour tout format, même pour tout, on cherche à avoir un concept. Et le concept est vraiment la base de tout, c'est un support. Mais le problème de cela, je crois, pour les courts-métrages, c'est que souvent les gens ont compris que les courts-métrages doivent être conceptualisés. Mais j'ai envie de dire la conséquence de la cause. C'est que je crois, en voyant beaucoup de courts-métrages, il me semble que les courts-métrages sont du coup trop conceptualisés. C'est-à-dire que ce ne sont plus que des concepts qui sont filmés. On ne filme plus des histoires. Alors, je ne dis pas pour tout, mais souvent. On ne filme plus des films, on filme des concepts courts. Et même ceux qui font de très grands festivals, comme Sundance ou je ne sais quoi, et qui sont très très bons, eh bien, souvent, ce ne sont que des concepts. Et on dit que les courts-métrages sont très bons, mais ça reste des concepts. Alors, moi, je trouve ça dommage. Et les longs-métrages, et les films, de manière générale, même les films qui ont... tous les films ont un concept. Mais ce que l'on retient dans un film, ce n'est pas le concept. Ce sont les personnages, c'est l'histoire. Prenons par exemple Star Wars, ou Indiana Jones, ou Harry Potter. À chaque fois, il y a des concepts très forts. Les concepts sont extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on retient dans Star Wars? On ne retient pas le concept de guerre des étoiles ou guerre intergalaxiale ou je ne sais quoi. On retient, qu'est-ce qui marque? C'est les personnages, c'est la phrase « je suis ton père ». C'est ça que l'on retient. On ne retient pas les navettes. On retient « je suis ton père ». Qu'est-ce qu'on retient dans Harry Potter? On ne retient pas le château, la magie. Bien sûr que c'est très important. Bien sûr que c'est un support. Bien sûr que c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on retient quand on dit Harry Potter? On retient le personnage que ses parents ont été tués par le méchant. C'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient quand on dit Harry Potter. C'est le personnage. C'est-à-dire que le concept est là. Elle a créé un concept qui est merveilleux, extraordinaire, qui apporte un support pour les personnages, pour faire quelque chose d'extraordinaire, mais eux, les personnages. Ensuite, il y a des contre-exemples. Le premier film de Steven Spielberg, c'est un concept, c'est seulement un concept, c'est duel. C'est un camion face à une voiture. C'est un film un peu fantastique, un peu étrange, mais c'est super, moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas de personnage. Mais il y a toujours des contre-exemples dans tout. Bon, ça c'est un film qui marche sans personnage. Mais un film, par essence, par nature, ce sont des personnages. Et quand un film est très très bien écrit, alors, et souvent, c'est le cas des films indépendants, souvent. Et souvent, moi j'aime beaucoup Pierce Brosnan, c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai vu beaucoup de ses films, idoles, c'était mon idole quand j'étais enfant. Qu'est-ce qu'il devient, lui, d'ailleurs? Il fait beaucoup de films, il est très actif. Je crois qu'il a déménagé à Hawaï, si je suis un peu. Il était à Malibu, il a déménagé à Hawaï pour l'anecdote. Il a vendu sa maison, je crois, à une somme vraiment folle, parce que je suis un peu l'actualité. Bon, ça c'était l'anecdote, mais il fait beaucoup de films. J'ai vu tous ses films, j'ai vu toute sa film. Il a fait beaucoup de films indépendants. Il a fait Love is All You Need de Susan Beer. Il a fait aussi Remember Me avec Robert Pattinson, qui a fait les Twilight. Bon, j'ai vu. Bon, il n'a pas fait que ça, heureusement. Bon, je cite ces films indépendants parce que j'aime bien Brosnan. Bon. Mais c'est souvent le cas pour tous les films indépendants. Little Miss Sunshine, l'autre jour j'ai vu le Green Book. Bon, ils ont tous des concepts, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on retient? C'est pas le concept, c'est pas ça. C'est le personnage, c'est l'histoire. Le concept, c'est seulement un support. Donc, il me semble, c'est quelque chose que je crois les scénaristes de court-métrage oublient souvent parce qu'on leur a tellement dit, faites gaffe, il faut que l'histoire passe en 15 minutes et qu'elle soit vraiment extraordinaire, inoubliable, et vraiment très puissante, qu'ils disent, bon, il faut vraiment que je conceptualise mon film. Il faut vraiment que le court-métrage soit conceptualisé à mort. Moi, je trouve dommage, parce que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, on voit des films, on veut voir des personnages, on veut voir une histoire. Je pense, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Bon, toi, tu as vu Divertimento, il y a un concept, bon, j'espère que c'est des personnages. Et ce que je regrette dans un court-métrage, après, il n'y a pas beaucoup de temps, mais le format limite, mais on ne connaît pas le passé, souvent on ne connaît pas le présent, on ne connaît pas le futur, on ne connaît pas les arcs narratifs. Je veux dire, je ne m'attache pas aux personnages quand je vois un court-métrage. Pas toujours, mais allez, la plupart des cas quand même, la plupart du temps. Alors parfois, ils arrivent en 10 minutes, ils t'attachent au personnage. Parfois, ça arrive. Je ne dis pas que tout le monde ne fait pas bien, hein.
On a reperdu la Normandie. Ah bah, ça arrive souvent ce soir, apparemment. Bah, raconte une blague, hein, Paul. Oh là, non, on va éviter. On va éviter. Ouais, non, je crois qu'on t'a retrouvé, Kevin. C'est-à-dire, vous m'avez On- perdu? Ouais, on t'a Oui, perdu, j'ai pas la compris. connexion est pas hyper bonne. Mais c'est pas grave, on a encore 1 milliard de questions et le temps passe. Euh, tu as commencé à en parler un petit peu, mais est-ce qu'on écrit un court métrage comme on écrit un long métrage? La réponse est non, mais pourquoi? Tu m'as volé ma question. Alors, j'ai juste entendu la réponse, c'est non, mais pourquoi? Pourquoi non, non, pas pourquoi. Est-ce que écrire un court métrage, c'est la même chose qu'écrire un long métrage? Oui et non. Oui et non. Parce que ça reste un film. La réponse de Normand, là. Et donc, il faut reproduire les logiques d'un film, pour moi. Moi, à titre personnel, je n'aime pas qu'un court-métrage soit trop différent d'un long-métrage. Je n'aime pas trop. C'est ce que j'ai dit. Je n'aime pas qu'un court-métrage soit que conceptualisé, qu'il n'y ait pas de personnage, qu'il n'y ait pas d'histoire. À titre personnel. Mais c'est sûr qu'un court-métrage, c'est 20 pages. Donc, ce ne sera jamais comme un long. Ce ne sera jamais la même écriture. Et, et surtout, pour un court-métrage, on a le droit de se tromper. Pour un long-métrage, on n'a pas le droit. On ne peut pas se permettre. Il y a trop d'enjeux. Il y a trop de, il y a trop de, il y a trop d'enjeux. Pour un court-métrage, l'erreur sera toujours pardonnée. S'il y en a une, et il y en a toujours, même moi, j'en ai fait plein, ce sera toujours pardonné. Pour un long-métrage, ce ne sera jamais pardonné. Je pense que ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que faites des erreurs, je ne dis pas ça, hein, mais je ne dis pas ça. Simplement, je dis que la pression n'est pas la même. On est plus libre, on a moins de pression, on a moins de. On est plus libre, on est plus libre. Bon, ça, tout le monde le sait, on est plus libre sur un court-métrage. Mais je pense que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, je pense que la question, c'est à quel point on veut être exigeant. Et je pense que la réponse, c'est le plus possible. Et je pense que ceux qui écrivent doivent être exigeants. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une idée superbe, révolutionnaire, et dit, moi j'ai une idée, tel décor, tel acteur, telle photo, telle lumière, telle musique, alors on va faire ça dans 2 semaines. I don't know, je ne sais pas. Je crois que il faut être exigeant envers soi-même et je pense qu'il faut qu'il y ait un processus temporel, qu'on mette, qu'on revienne dessus. Je pense qu'un scénario ne se fait pas du jour au lendemain. Et je pense que quand on débute, moi le premier, quand j'ai débuté, je n'étais pas assez exigeant envers moi-même. J'ai appris cette forme d'exigence, presque pas de perfection, parce que je ne veux pas dire que ce que je fais est parfait, et loin de là cette idée que j'ai, hein, pas du tout. Mais en tout cas, cette idée de vouloir faire du mieux possible et d'être le plus exigeant. Parce que je pensais que quand j'ai commencé, je pensais que tout ce que je faisais, c'était bon à prendre. Tout ce que j'avais comme idée, c'était bon à prendre. Je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, non. Il faut se remettre en question, être plus humble, parce que j'étais, je crois, moins humble. J'avais 17 ans, hein, j'étais un gosse. Bon, j'étais lycéen. Et d'être vraiment exigeant envers soi-même. C'est ce que, par exemple, pour le premier court-métrage, je savais exactement ce que je voulais faire. Pour le deuxième court-métrage, j'ai eu et même pour le troisième, j'ai eu vraiment plusieurs versions qui se succédaient. Et à chaque fois, je n'étais pas content envers moi-même. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais changer l'histoire, je vais changer. Et c'est quelque chose qu'on doit se permettre de le faire. Changer quelque chose, c'est pas grave. C'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose de normal. Et c'est quelque chose que, je pense, il y a 4 ans, je n'avais pas assimilé. Maintenant, j'ai assimilé. Parce que pour Nox, le deuxième, je crois, j'ai eu 3 histoires. Le scénario définitif, c'était une troisième histoire qui était différente. Et pour Divertimento, j'ai eu 2 histoires. La première était différente aussi. Et je ne l'ai pas faite. Le concept était le même, simplement l'histoire était un peu différente. Donc je pense que c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est bon signe. Il faut être exigeant envers soi-même. Il faut se remettre en question. Il faut se poser des questions. Et tant qu'on n'est pas satisfait, il faut essayer de trouver les réponses. On a Quentin dans le chat qui nous dit les idées nouvelles sont rares à Hollywood. Comment trouves-tu
la production cinématographique mondiale en termes de qualité scénaristique aujourd'hui? Je trouve que dans le cinéma indépendant, il y a beaucoup de qualité. Alors, Quentin parlait de Hollywood. Mais Hollywood, oui, Hollywood, là-bas, c'est un autre terme. C'est l'industrie du cinéma à Los Angeles, que ce soit indépendant ou pas. Bref, mais j'ai compris, les films studios. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Dans le film indépendant, je trouve qu'il y a de plus en plus de voix, qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Et parfois, il y a des pépites. Donc, je trouve que vraiment, il y a de bonnes choses. Mais Quentin, je comprends sa question parce qu'il a raison. Au niveau studio, il y a une offre, on voit, de plus en plus limitée vers les remakes, vers les trucs comme ça, vers toujours les mêmes concepts. Là, il va y avoir un nouveau film sur le Batman. Bon, j'adore le réalisateur. Je vais pas dire un mot sur Matt Reeves parce que je l'adore. C'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel, extraordinaire. Et d'ailleurs, attention parce que je l'ai rencontré. Ah, mais Non, attends. Ah, mais Paul, t'as pas l'air d'accord. Allez-y. Non, c'est pas ça. C'est juste que Matt Reeves, je trouve que c'est un réalisateur qui est ultra honnête. Ce qu'il a fait sur la planète des singes, par exemple, c'est ultra intéressant. Maintenant, je n'ai pas assez de recul sur sa filmo pour trouver ça. C'est extraordinaire. Je trouve que de ce que j'en connais, de ce que j'ai vu, c'est un bon réalisateur, mais qui n'a pas forcément ce que. C'est pas quelqu'un qui va m'intéresser. Je trouve qu'il n'y a pas de. Oui, Voilà. oui, bon, mais je trouve simplement qu'à Hollywood, avec l'offre qui est tellement limitée aujourd'hui, avec les mecs, les machins, je trouve que c'est quand même l'un des meilleurs. Parce qu'avec ces planètes des singes, il a quand même proposé quelque chose qui est très différent et très osé et très dans. C'était différent quoi, par rapport à une autre façon de faire. Il y avait une importance dans l'histoire, dans les personnages, et moi j'aimais ça. Et d'ailleurs, pour le nouveau Batman, il semble que les personnages changent. Et tant mieux, heureusement qu'il ne fait pas la même chose que Christopher Nolan ou d'autres. Heureusement qu'il ne fait pas la même chose. Bon. Mais je suis d'accord avec Quentin. Je trouve que les choses sont de plus en plus limitées. Il y a moins. Il y a une certaine peur. On ose moins faire de nouvelles choses. On veut tout le temps refaire les mêmes choses. Tout le temps faire exploser des tours. On a perdu même la façon de filmer l'action. Je crois qu'on l'a perdu. Je veux dire, un film comme Piège de cristal, c'était unique, quoi. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était un film. C'est culte. Un film artisanal. C'était fait par des artisans. Si tu veux, c'était pas fait par des ordinateurs. C'était fait par des artisans, menuisiers, je sais pas, des menuisiers, des gens qui construisaient des choses, si tu veux, avec les mains, si tu veux. Et c'était un truc extraordinaire, quoi. Et je dis pas qu'on n'en fait plus des trucs comme ça, parce qu'heureusement, il y en a qui font toujours. Enfin, c'est très rare. Mais oui, c'est vrai que je me souviens pas, c'est si vieux que ça. Mad Max, par exemple, le dernier, là, qui est justement est complètement dans l'artisanat, comme tu dis. Oui, je sais pas, mais je crois qu'on est dans un truc complètement digital et numérique. Mais je pense que oui, il y a parfois des voix qui sont intéressantes par-ci par-là, mais je trouve qu'elle est de plus en plus limitée et de plus en plus codifiée, je crois. Les choses sont de plus en plus attendues, codifiées, et après ça plaît, donc pourquoi pas, mais c'est rare de trouver une personne qui est un peu différente, quelqu'un qui fait les choses un peu différemment, je crois. Quentin persiste et signe en disant Avatar égale Pocahontas, les trames scénaristiques sont quasiment identiques. Oui, oui, c'est un peu ça, oui, oui, oui. Après, il y a des choses qui sortent un peu du lot, hein, bien sûr. À chaque fois, il y a toujours des exceptions à la règle ou au courant. Mais je crois qu'on est dans une période où les choses sont plus codifiées. Où, voilà, il y a aussi l'entrée de Netflix et des plateformes qui codifient tout ça et qui, en fait, ils veulent, je crois, des recettes qui marchent et faire tout le temps la même recette. Tout le temps la même recette de cuisine. Voilà, après ça, c'est pour les blockbusters de 200-300 millions. Hein. Pour les films indépendants, ce n'est pas du tout le cas. Je crois qu'il y a une variété vraiment incroyable. Et pour les mid-films, comme on dit, je crois que c'est plutôt bien.
Mais cette uniformisation que tu parles, est-ce qu'elle ne viendrait pas forcément, par exemple, souvent c'est effectivement que on va dire, les très gros de l'industrie qui s'uniformisent. Est-ce que ça ne viendrait pas justement du monopole qu'aujourd'hui, post-Avengers, le monopole post-Avengers qui a porté toutes les marveleries, tout ça. Est-ce que ce ne serait pas justement cette chose-là qui pousse à cette recherche de uniformité? Peut-être. Après, je ne pense pas qu'un film ou un concept ou un truc peut donner si tu veux, le courant pour tout. Mais sûrement, ça fait partie de, si tu veux, je crois, ce goût ou ce succès vers quelque chose de très grand public et de très lisse, en fait, sans relief. Alors, bizarrement, parfois, c'est en 3D. Mais 3D n'apporte pas de relief, je crois. C'est un relief parfois illusoire, je crois. Mais je crois que, oui, les Avengers, qui pourtant sont joués par des comédiens qui sont incroyables, les mêmes meilleurs acteurs au monde, presque. Ils font partie des meilleurs acteurs au monde. Je les adore, moi. Je crois que, oui, on est parti dans quelque chose qui est très, pas bateau, mais lisse, en fait. Quelque chose qui est sans relief. Parce que même avec les Avengers, parfois, il y a des. Même dans ce type de film, parfois, il y a des. Par exemple, le Wonder Woman. Moi, j'ai vu le premier Wonder Woman. C'était bien, c'est pas mal. Ça sort un peu différent. C'est pas mal. Je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr, mais bien sûr, parce qu'en fait, il est en partie produit par. Toi, tu aimes beaucoup Matt Reeves. Bah, moi, c'est le producteur de Wonder Woman que j'aime beaucoup, soit Zack Snyder. Oui, Zack Snyder, d'accord. Oui, oui. Là, c'est. Oui, j'ai vu le premier Wonder Woman, il était bien. Je crois le Iron Man 3, je l'ai vu le 3 en salle, je crois était mieux que le 1 et le 2, par exemple. Il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. En tout cas, je crois que les films sont lisses et qu'il manque certainement des personnes, peut-être des cinéastes ou des. De toute façon, de manière générale, je trouve qu'il n'y a pas assez de. Il y a très peu d'acteurs. Parce que les acteurs que tout le monde connaît sont très bons, sont excellents. Hein. Je trouve que quand même, combien il y a d'acteurs vraiment excellents, irréprochables, vraiment incroyables. Ça se compte pas sur les doigts de la main, on n'est pas loin. Hein. Je crois. Pas quelqu'un comme Brad Pitt ou Tom Cruise. Voilà, ce genre de personnes. C'est très rare. Et tant mieux, parce que ça doit rester rare. Parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Il ne faut pas qu'il y en ait 5000. Mais je veux dire, il y en a 10-15. Quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tout est un peu peut-être. Nous avons perdu la Normandie. Ah non, pas longtemps. Couloir, si tu comprends ce que j'essaie de dire. Bien sûr, bien sûr. C'est dans un même. Mais presque 80% des choses sont dans un même processus, tu vois, dans une même façon de faire. Et est-ce que tu. Pourquoi ça. On m'entend? Oui, on m'entend, super. Est-ce que tu penses que l'avènement des plateformes aussi amène une autre manière d'écrire les films? Par exemple, là où les films, même si les blockbusters sont plus ou moins considérés encore comme des œuvres d'art ou même les films indépendants sont de l'art, est-ce que tu penses que la plateforme ne va pas amener un mode de contenu, donc qu'il faut du contenu et alimenter cette chose, et donc une nouvelle forme de film, une nouvelle forme d'écriture peut-être encore plus uniformisée ou encore plus oubliable, on va dire, entre guillemets, là-dessus? Oui, t'as pas tort en partie, ça veut dire que en partie t'as raison, c'est ça ce que ça veut dire. Oui, il y a une forme de catalogue si tu veux, je crois, de films qui sont catalogués, de consommation. Bon. Mais alors, il y a certains films qui sont très bons. Mais moi, j'ai pas Netflix. Mais j'ai vu à gauche, à droite, plusieurs films Netflix. Et plusieurs films sont complètement différents. Et je le dis que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces films-là. Et ce qui m'a marqué, ça m'a marqué. Et je ne saurais pas te l'expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne des consignes, quelqu'un qui donne des directions, je ne sais pas.
c'est que tous les films sont réalisés de la même façon. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à penser cela, mais quand je vois 5 films Netflix avec des acteurs complètement différents, les meilleurs acteurs au monde, de très bonnes histoires, bien écrits, je trouve que c'est la même façon de filmer, alors que les réalisateurs sont différents. Est-ce que, alors, j'ai jamais posé. En fait, c'est la première fois que je donne cette pensée-là. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je n'en ai jamais parlé. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué, en fait. Mais ce dont moi je crains, c'est que dans 10 ou 20 ans, on dise aller au cinéma, c'est prestigieux. Moi, je ne veux pas de ça. Personne ne veut ça. Un tel risque. Je ne veux pas. Moi, je veux aller au cinéma. C'est cool, c'est normal. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Donc, les plateformes, c'est bien. Et tant mieux, parce que c'est le progrès. Très bien. Et parfois, on ne peut pas se déplacer. Et je crois que ça va dans le chemin du progrès. Mais je pense que il ne faut pas mettre en duel, si tu veux. Cinéma contre plateforme, mais c'est, je pense, ce qui est en train de se passer, d'une certaine façon, quelque part. Il ne faut pas que les gens pensent qu'aller au cinéma est une forme de prestige et que voir un film chez moi, c'est normal. Tu vois, ça, je n'en veux pas. Parce que l'apport qu'apporte, le bénéfice qu'apporte le cinéma, c'est tellement énorme. Bien sûr. Tellement énorme qu'un film à la télévision, chez soi, ne l'apportera jamais. Il donnera d'autres bénéfices, mais ce ne sera jamais la même chose. Et moi, je ne veux pas que les gens pensent on va voir un film tous les 3 mois comme on va voir peut-être un ballet, je ne sais pas. Ou tous les 3 mois, on s'offre un opéra, je ne sais pas. Tu vois, où il y a une forme de prestige à aller à l'opéra, de s'habiller, je sais pas, tu vois, de mettre 5 heures, enfin, tu vois ce que je veux dire. Le cinéma doit faire partie de la vie de tous les jours. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire par là. Et la plateforme ne doit pas contrer cela. Et cela, je pense qu'ils doivent faire plus attention à cela. Ah oui, ouais. Enfin, moi, je suis totalement. Enfin, je rejoins totalement ce propos. En fait, faut pas mettre Netflix contre le cinéma ou le cinéma contre Netflix. C'est pas du tout ça le débat. Et c'est encourageant quand on entend Thierry Frémaux, délégué du Festival de Cannes, qui a dit récemment enfin, en gros, je sais plus les propos exactement, mais il ouvrait les portes aux films Netflix, quoi. Ouais. Et moi, je trouve ça super, super encourageant. Quentin nous dit là, j'ai la mauvaise impression que le cinéma est devenu obsolète. Bon, la crise ne l'arrange pas. Hein. Certaines plateformes préparent de mauvais coups au monde du cinéma traditionnel. Obsolète, je ne le pense pas. Parce que je pense que l'expérience de cinéma, même si elle a disparu pendant quelques mois, d'ailleurs, je trouve la situation actuelle inadmissible, mais ce n'est pas la question. Mais c'est peut-être l'occasion pour dire qu'on est solidaire envers tous les. Oui, mais si je fais une parenthèse, je trouve que 233 jours, je crois, aujourd'hui de c'est normal qu'il y a eu, je crois, des mesures de précaution au début. Et je dirais même qu'elles ont été prises, je crois, un peu tardivement. Donc, je dirais même cela. Parce qu'on ne connaissait pas la menace ou la situation, peu importe. Bref. Mais je pense qu'après 3 mois, il faut apprendre à vivre avec, si tu veux. Parce que imaginons il n'y avait pas de solution, imaginons il n'y avait pas de vaccin ou pas de solution, et que ça allait durer, que cette situation allait durer 5 ou 10 ans. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait laissé les cinémas fermés pendant 10 ans? Pendant 5 ans? Pendant 3 ans? Ils n'ont pas réouvert. Hein. C'est complètement fou. Donc, bon, maintenant, a priori, les choses vont s'arranger, a priori, mais je trouve la situation actuelle inadmissible. D'ailleurs, j'ai discuté avec des scientifiques et des médecins qui sont d'accord avec moi. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans. Ouais, non, c'est pas le débat ce soir. Après, je ne pense pas que le cinéma est devenu ou deviendra obsolète parce que c'est quelque chose qui est tellement cher aux gens, c'est quelque chose qui est tellement important. Je veux dire, quand les gens ont des conversations, quand les gens parlent de quelque chose, presque à chaque fois, ils parlent de ça. Ils parlent de films. Ils parlent de moi, j'ai vu ça, est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu en penses, machin. Et pas seulement chez les cinéphiles, partout. Et je pense que
la salle de cinéma apporte tellement de choses aux gens. C'est-à-dire, pendant 2 heures, c'est le seul moment où ils peuvent se permettre d'oublier leur vie, d'oublier ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans leur vie. Et ça, c'est incroyable. Donc, je pense que si on propose de bons films, et il y en a, des expériences, je ne pense pas que le cinéma deviendra obsolète. Ça, je ne le pense pas. Après, avec la question des Netflix, tout ça, je t'ai dit, je ne veux pas que. Moi, je ne veux pas. Alors, moi, je n'ai aucun. Personne ne m'écoute. Hein. Bon, c'est un avis compte que pour moi. Moi, les gens s'en foutent de moi. Moi, je ne veux pas que le cinéma devienne quelque chose de prestigieux. Il faut que tout le monde y aille. Quand je veux, je dois y aller. Voilà. Chaque jour, tu vois. Parce que si le cinéma devient rare, qu'est-ce que ça va être? Les prix des billets vont être à 50 euros, à 30 euros, à 100 euros dans 50 ans. Ça va être quelque chose d'exceptionnel d'y aller. Allez, tiens, fiston, ton cadeau d'anniversaire, c'est aller au cinéma? C'est ça la réponse dans 50 ans? Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux dire, viens, tu vas aller au cinéma, il y a tel film, t'aimes bien? Ben, viens, on va y aller. On va y aller, ça va être bien. Voilà, c'est ça que je veux. Et ça, j'espère que ceux qui ont le pouvoir de faire ces choses-là, les cinéastes, les producteurs, les distributeurs, j'espère qu'ils vont dans ce chemin-là. Moi, je ne peux rien faire. À mon niveau, ma voix ne compte pas. Les gens, bon, pas fait de film, c'est des gens comme Christopher Nolan, Spielberg, qui doivent mener cela. Et Christopher Nolan a commencé à le dire, il me semble. Oui, ça, il a. Et je pense qu'il va continuer maintenant. Maintenant, c'est devenu un combat. C'est grave. J'espère qu'il va continuer ce combat, de son point de vue, et j'espère qu'il va réussir. Mais je pense qu'il réussira. Super intéressant. Super intéressant. Le temps passe, malheureusement. On arrive tout doucement vers la conclusion. J'ai des petites questions. L'idée, c'est que tu puisses y répondre de façon assez brève. Bref, d'accord. Si tu avais un film ou une série à nous recommander, alors pas pour ce soir parce qu'il y a les Césars, mais pour demain soir. Alors, je ne suis pas très série, honnêtement, parce que c'est toujours très compliqué pour moi de m'accrocher à un truc très long. Alors, un film à conseiller, vous voyez le plus de films possible. Moi, j'adore. Tu m'as demandé d'être bref, donc je vais dire pourquoi pas The Game de David Fincher, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Je crois que c'est un film exceptionnel. Je crois que c'est un film très bien réalisé, très bien écrit, très bien, la musique très bien, la photo est très bien, c'est très bien joué. L'acteur principal est un des meilleurs acteurs au monde. Je crois que c'est un film vraiment exceptionnel. Après, j'aimerais citer un autre film de Christopher Nolan. Je crois que Christopher Nolan est très connu, tout le monde connaît ses films par cœur. Mais j'aimerais citer un film qui est un peu plus méconnu, même si tous ces films sont très connus. Ça serait Insomnia. Je crois que c'est un très bon film aussi, avec Al Pacino. Voyez-le. Et Robin Williams. Avec Robin Williams, vraiment excellent. Parce que c'est un film tellement intelligent. Et souvent, moi j'étais à la fac, souvent on m'a dit « Ah, toi tu es fan de Nolan, pourquoi tu cites Insomnia ?» Insomnia, c'est très classique. Je dis « Mais comment trouvez-vous Insomnia classique ?» Je veux dire, oui, d'accord, par rapport à Inception, c'est plus classique, je suis bien d'accord. D'accord, mais c'est un film qui est à la fois tellement simple et tellement beau, et parfois la beauté, c'est dans la simplicité des choses aussi. Et je crois que c'est un bijou. Donc, bon, si je devais citer plusieurs films, là, à l'instant, me viennent ces deux films-là. Et avant que les salles ferment, est-ce que tu avais eu un coup de cœur, pour le coup, en salle obscure Alors, j'ai pu voir rapidement deux films. Je crois que j'ai vu le film de Ozon. Été 84. Voilà. Et j'ai vu le film de Nolan. Bien sûr que je l'ai vu 3 fois. Bon. Je n'ai pas eu de coup de cœur incroyable, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur vraiment qui me fasse vibrer, tu vois. Mais je crois que vraiment le dernier coup de cœur qui m'a bouleversé, c'était en 2014. Et c'était quoi? Je crois que c'était
Interstellar, je crois vraiment, c'était vraiment incroyable pour moi. Gros fan de Nolan. Oui, 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 oui. Et, Aïe, aïe, aïe. et j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment eu une claque quand j'ai vu Gone Girl. Bon, ça ne veut pas dire que, attention, Et ça ne Fincher. veut pas dire que j'ai vu que les films que 2015, de 2014, de 2015 à 2020, j'ai pas eu de coup de cœur. Je dis vraiment les films qui m'ont vraiment mis une claque, quoi. Voilà, vraiment bouleversé. Après, j'ai tellement vu de films que, bah, si tu veux, je ne m'en rappelle plus de tous les films que j'ai vus, mais en tout cas, les films où je m'en rappelle bien, c'est ceux-là. Ça, je me rappelle bien. Oui, oui, ça, je me rappelle sans problème. D'accord. Si tu avais, une personnalité Oui. du cinéma, Oui. ça peut être plus ou moins éloigné, quoi, Oui. que tu trouverais intéressant, enfin, à nous recommander pour qu'on les rencontre dans des prochains lives. Une personnalité, moi, je vais citer des gens avec qui j'ai travaillé alors. Je crois que j'ai travaillé avec tellement de personnes qu'après ils vont dire pourquoi tu ne m'as pas cité, pourquoi tu n'as pas dit moi, il va y avoir la jalousie. Je ne peux pas citer. On a perdu la Normandie. Donc je vais citer une actrice parce que j'ai travaillé avec seulement une seule actrice française. Et je vais citer Agnès Godet. Je crois que c'est une actrice vraiment très talentueuse, qui a beaucoup d'énergie. Et comme ça, en plus, ça ne fera pas de jalousie, parce que voilà, j'ai travaillé avec une actrice française qui a fait mes 3 courts-métrages. Donc, oui, je pense qu'elle a plein de choses passionnantes à vous dire. Et c'est quelqu'un qui a un parcours vraiment extraordinaire parce qu'elle avait un parcours professionnel vraiment différent. Et je crois à 40 ans, elle s'est reconvertie. Et depuis 2010, elle a fait 50 films, courts-métrages, longs-métrages, séries. Et il s'en sort bien. Donc je crois que oui, oui, aller sur Facebook, lui envoyer un message. Je pense qu'elle va être vraiment ravie et qu'elle répondra, surtout si vous dites que c'est de ma part, elle répondra que positivement. Le rendez-vous est pris. Et écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup encore une fois pour ta disponibilité. C'est quoi la meilleure façon de suivre ton actualité? Ou même si des gens veulent éventuellement te contacter, c'est quoi ça? Alors, je conseille toujours sur Instagram parce que oui, le seul réseau où je suis actif, c'est Instagram. Ils peuvent me contacter sur Instagram. Et je mets en story généralement les actualités sur le dernier court-métrage, les festivals, tout ça. On a fait 18 festivals là, jusqu'à maintenant. J'espère que ça va continuer. Donc sur Instagram, je conseillerais. Merci infiniment. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Merci Paul. Merci. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ce premier live. Sachez qu'il sera disponible en replay dès demain soir sur notre chaîne YouTube, que je m'empresse de vous partager le lien dans le chat. Je vous ai dit qu'on allait faire ce type de rendez-vous tous les 15 jours. En fait, non. Le prochain, c'est dès la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous pour une nouvelle rencontre jeudi à 19h sur le thème du casting. Cette fois-ci, on recevra Caroline Wormser, qui est directrice de casting, et elle nous livrera ses conseils pour dénicher les meilleurs castings, pour y postuler et bien sûr pour les réussir. Merci à tous, bonne soirée des Césars et à très vite. Bon week-end à tous.